Bonjour Olivier Guillard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes géopolitologue, spécialiste de l'Asie, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Et vous avez aussi travaillé quelques années pour le ministère français de la Défense. Alors, ce sommet entre le nord-coréen Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in a toutes les apparences d'un grand succès diplomatique. C'est aussi votre avis ce soir? De toute évidence, déjà, le seul fait que ce rendez-vous ait eu lieu, alors qu'il y a 6 mois, on était proche d'une explosion, d'une manière ou d'une autre, dans la péninsule et ailleurs, donc en Asie orientale. Donc c'est déjà un succès qui est considérable. On ne s'y attendait certainement pas. Puis regardez, tout le monde était tout sourire. La presse internationale a loué l'événement. Les Sud-Coréens sont aux anges dans une grande mesure. Et les Nord-Coréens ont l'air d'être largement derrière leur leader pour se dire essayons d'aller plus loin dans cette détente, dans ce printemps coréen qui, pour l'instant, vraiment est plutôt aussi surprenant que bienvenu. Qui est-ce qui a le plus à gagner dans cette affaire? Probablement celui qui était le plus dans les cordes, à savoir donc le dirigeant nord-coréen qui, après une année 2016 et 2017 où se sont concentrés une inflation de tirs de missiles, des essais nucléaires, et où la pression de la communauté internationale devenait suffisamment forte et crédible pour peut-être lui envoyer un message de grande fermeté, notamment depuis Washington qui laissait entendre. On a été à deux doigts de ce message de fermeté? L'option n'avait jamais été aussi sérieusement envisagée sur la table, donc dans le bureau de M. Trump notamment, et de ses conseillers militaires qui se disaient peut-être doit-on donner une leçon. C'était la Blue House Theory qu'évoquait donc la Maison-Blanche. Ça n'a peut-être pas fait suffisamment peur à la Corée du Nord, mais ça l'a déterminé certainement pour se dire aussi il est peut-être temps, nous avons tout à gagner, d'ouvrir un chapitre un peu moins heurté avec le Sud, et pour l'instant ça marche extrêmement bien. Alors on va prendre la température à Séoul. Comment les Sud-Coréens réagissent à ce sommet? On rejoint notre correspondant à Séoul, Frédéric Ojardias. Dans ce document, les deux Corées déclarent qu'elles cessent toute activité hostile l'une contre l'autre. Kim Jong-un confirme leur volonté d'une péninsule dénucléarisée et un bureau de liaison permanent sera installé dans la ville nord-coréenne de Kaesong. Le président sud-coréen a aussi donné son accord pour se rendre à Pyongyang, la capitale nord-coréenne, pour un nouveau sommet en automne. Nord et Sud sont aussi tombés d'accord pour une réduction de leurs armements dans l'objectif de réduire les tensions militaires. Et enfin, les deux Corées reprendront les réunions de familles séparées par la frontière. Alors tout ça, ce sont vraiment des avancées significatives. Mais ceci dit, il faut rester très prudent parce que dans le passé, la Corée du Nord est déjà revenue à plusieurs reprises sur ses engagements. Et il reste à voir comment tous ces points de l'accord, notamment sur la question nucléaire, seront concrètement mis en application. Le diable est souvent dans les détails, pour reprendre un anglicisme. Mais avant le sommet entre Kim Jong-un et le président américain Donald Trump le mois prochain, cet accord qui vient tout juste d'être annoncé est plutôt encourageant. Alors, comme le disait Frédéric Ojardias, des accords, des belles paroles, mais pas d'engagement, je dirais, de calendrier. Parce qu'une Corée du Nord sans armes nucléaires, c'est parfait, mais quand? Ce n'est pas ni pour aujourd'hui ni pour demain certainement. Donc c'est toujours pareil. La conception de la dénucléarisation en Corée du Nord, en Corée du Sud et aux États-Unis, on n'est pas tout à fait exactement dans le même calcul. Les Nord-Coréens ont répété grosso modo aujourd'hui par la voix de leur dirigeant suprême, nous nous engageons à dénucléariser dans un certain objectif de temps, la péninsule coréenne, ce qui veut dire le Nord et le Sud. Alors, la Corée du Sud n'a pas d'armes en propre, mais évidemment, il y a les armes américaines qui ne sont pas loin. Voilà, et parmi les choses qui sont discutées par la frange conservatrice de l'opinion publique sud-coréenne et les Américains, consistait à dire il y a encore quelques semaines, quelques mois, peut-être devrions-nous restocker des armes nucléaires tactiques dissuasives sur le sol de la Corée du Sud, sur des bases américaines. Donc, qui sont, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y en a eu dans un passé pas si lointain. Officiellement, il n'y en a plus là, mais bon, ne sait-on jamais. Oui. Alors, on a aussi parlé d'établir, les dirigeants des deux Corées ont dit, nous allons établir un régime de paix entre les deux pays. Qu'est-ce que ça veut dire un régime de paix entre la Corée du Nord et la Corée du Sud? Alors, déjà, rappelons-nous un petit peu, il y a eu une guerre meurtrière qui a fait entre 2 et 3 millions de personnes entre 1950 et 1953. Un armistice a été signé. Un armistice est une sorte de cessez-le-feu temporaire. Donc, depuis 1953, les deux pays demeurent toujours techniquement en guerre, tout comme la Corée du Nord l'est avec les États-Unis. Donc techniquement, ce sont deux pays qui n'ont pas ratifié d'accord de paix, ce sont deux pays qui sont à la recherche de la paix. La définition d'une paix consisterait à négocier un traité de paix en bonne et due forme entre deux pays qui se respecteraient d'un point de vue étatique, officiel et de capacité régalienne. C'est appelé de ses voeux depuis plusieurs générations d'hommes des deux côtés de la frontière. On n'en a probablement jamais été aussi près. On envisage même une faisabilité technique avant la fin 2018, si tout le monde se met d'accord autour de la table sur le même concept. Alors, quelle est votre analyse? Pourquoi cette embellie aussi rapide? Vous l'avez rappelé, il y a quelques mois, quelques semaines, on était à deux doigts d'une guerre nucléaire, et aujourd'hui on parle de paix, de régime de paix, de péninsule sans armes nucléaires.
Pourquoi ça a été aussi vite? Comment vous expliquez ce changement radical en quelques semaines? Alors nous serons modestes sur ce plateau comme toujours. Personne ne sait précisément avec certitude ce qui se passe dans le cerveau de Kim Jong-un et de ses conseillers. Ce qui est certain, c'est que nous sommes dans ce qui apparaît probablement plutôt vraisemblable, c'est que la Corée du Nord a un objectif stratégique qui est défini donc sur la durée. Donc on est beaucoup moins chaotique qu'à Washington, par exemple, sous le mandat de M. Trump. Et les objectifs se définissent à des horizons de 2, 3, 4 ou 5 ans. Ça fait bientôt 7 ans que M. Kim Jong-un a pris les rênes, donc succédant à son père à son décès. Son régime intérieur est stable, sa notoriété et son autorité ne se discutent plus. Et il a établi en 2016 et 2017, une fois encore par cette inflation considérable de tests balistiques nucléaires, qu'il possédait aujourd'hui un arsenal nucléaire et balistique crédible. On met tout cela sur la table en disant aujourd'hui la Corée du Nord est un État nucléaire. Cet État nucléaire, on ne négocie plus avec elle aussi, si je puis dire, aussi facilement. Ça n'a jamais été le cas par ailleurs que par le passé. Donc on va voir les choses différemment. Ensuite, la Corée du Nord donc, a été mise dans les cordes du fait de ces sanctions onusiennes et unilatérales. Il était temps. Des sanctions et disons des menaces de Trump. Ça a fini par évidemment peser. Après, il était évident que la Corée du Nord prendra avantage du calendrier régional diplomatique dans la région. Il y avait les Jeux Olympiques, une fois encore, il y a 2 mois en Corée du Sud. Il s'agissait peut-être de profiter de cet éclairage médiatique pour reprocher la Corée du Nord sous un jour un peu moins violent, belliqueux, en disant l'esprit olympique, il nous tient à cœur, tout comme la stabilité ou le calme, le retour du calme dans cette péninsule coréenne. Ils en ont parfaitement tiré profit. Et les grands gagnants, par exemple, de ces Jeux Olympiques d'hiver organisés en Corée du Sud, c'est la Corée du Nord. On a l'impression d'ailleurs que le grand vainqueur de tout ce qui se passe ces derniers jours, et en particulier depuis ce sommet, c'est Kim Jong-un. C'est-à-dire que c'est lui qui impose son calendrier. Il est le maître du temps. Le tempo est dicté depuis Pyongyang. Il répond favorablement Séoul, il répond favorablement également Pékin dans une grande mesure et Washington. C'est évidemment totalement inédit. Il y a un semestre, cette Corée du Nord et ce régime et cette dictature étaient vilipendés au dernier degré. Aujourd'hui, donc c'est une sorte de renaissance. Il passe pour un homme de paix. Pratiquement, regardez, on le voit sourire, on le voit donc avoir des initiatives uniquement tournées vers le pacifisme, la concorde, une certaine harmonie. Il invite absolument tout le monde donc à venir à Pyongyang. Tout le monde va bientôt venir à Pyongyang. On caricature un petit peu. Personne ne l'aurait imaginé il y a 6 mois. Donc c'est à la fois surprenant, remarquable et relativement encourageant pour le court et le moyen terme. Alors on a parlé aussi, c'est important, ces dizaines de milliers de familles coréennes qui ont été divisées par la guerre, qui sont divisées depuis 1953, depuis 65 ans. Est-ce qu'on peut vraiment imaginer un retour des familles du nord au sud ou simplement des échanges qui vont durer quelques heures, quelques jours, comme il y en a déjà eu dans le passé? Déjà, donc, ce principe de rencontre de familles qui sont une fois encore séparées depuis 3 générations d'hommes a été interrompu à diverses reprises. Donc ces 60 dernières années. C'est le cas depuis 3 ou 4 ans à nouveau. Les personnes sont relativement anciennes, donc ce sont déjà, bien entendu. Et c'est surtout la dimension symbolique, cette réunification qui est rêvée par un certain nombre de gens. Elle se concrétise par ce genre de symbole. Et les parents du chef de l'État sud-coréen, M. Moon, sont originaires de ce qui est aujourd'hui la Corée du Nord. Et un des souhaits de M. Moon, notamment pour la dimension symbolique, historique et familiale, consisterait à ramener sa famille dans le village initial. Donc, ça donnerait donc une sorte de cercle vertueux qui, sous l'impulsion d'une Corée du Nord enfin plus apaisante et plus conciliatrice, réunifierait par ce genre de symboles cette péninsule. Alors Olivier Guiard, pas une seule fois aujourd'hui le mot réunification n'a été prononcé, ni par le Nord ni par le Sud. Aussi bizarre que ça puisse paraître, les Coréens n'en voudraient pas de cette réunification? Non, au contraire. Il faudrait séparer un petit peu les divers segments de la population sud-coréenne. La population sud-coréenne qui a déjà vécu ce genre d'épisodes de déception, de réconciliation qui ne venait pas, est relativement émoussée. Elles se disent, nous en avons vu d'autres, voyons voir si cette fois-ci la Corée du Nord est sérieuse. Donc, elle aurait une certaine capacité à le vouloir, mais elle est relativement sceptique. Les jeunes, donc les 15-25 ans, se disent « Nous n'avons jamais connu qu'une Corée du Nord belliqueuse, on ne peut pas lui faire confiance, donc certainement cet objectif, il est loin, il va coûter très cher. » On pense à la réunification des 2 Allemagnes qui s'est fait dans une atmosphère beaucoup plus facile, mais qui a coûté extrêmement cher. Aujourd'hui, les Sud-Coréens se disent peut-être que notre confort intérieur passe avant celui de nos voisins. Serait remis en cause par la réunification, évidemment. Dans une certaine mesure, oui, mais dans une atmosphère qui serait pacifiée. Donc les gains ne seraient pas tout à fait les mêmes. Il y a des sceptiques, il y a des partisans, c'est à peu près du 50-50 aujourd'hui en Corée. Aujourd'hui, on peut parler encore d'un peuple coréen où avec le temps qui est passé, les régimes très différents au nord et au sud ont fait que finalement, il y a 2 peuples coréens très différents. Il y a aujourd'hui des cousins coréens, en définitive, plutôt que des frères ou des parents. Il ne faudrait pas grand-chose pour qu'on le rebascule vers une sorte d'osmose ou de reconstitution. Mais aujourd'hui, effectivement, prenons juste une petite chose,
les Nord-Coréens aujourd'hui ont une espérance de vie qui est 12 ans inférieure à celle du Sud et ont une taille qui est de 11 cm inférieure. Du coup, des privations morales, psychologiques, alimentaires, etc. Et on n'a pas tout à fait le même regard que l'on porte d'un côté de la ligne démilitarisée par rapport à l'autre. C'est une Corée qui est à reconstruire aussi de ce point de vue-ci. Alors Yves Guéguerre, on a vu le sommet aujourd'hui, intercoréen, les promesses qui ont été faites, les engagements qui ont été pris. À quoi va bien pouvoir servir le prochain sommet qui est annoncé entre Kim Jong-un et Donald Trump? Alors, d'une manière, il sera probablement plus spectaculaire encore que celui-ci, si je puis dire, de par sa dimension internationale, médiatique, et puis la personnalité de deux individus qui, encore 4 mois, se jetaient donc des noms d'oiseaux abominables au visage. On avait coutume de penser que le sommet d'aujourd'hui, qui s'est relativement bien déroulé, une fois encore, c'est déjà superbe, était une sorte de précurseur ou de témoin de ce que pourrait être le suivant. Si ce sommet s'était mal déroulé, par exemple, l'équipe Trump avait prévu de l'annuler ou de le reporter dans le temps. Donc ça ne sera pas le cas. Mais toutes les promesses, il les a déjà faites. Kim Jong-un, qu'est-ce qu'il va pouvoir promettre à Donald Trump? Il y a certainement beaucoup de choses encore. Je pense qu'entre maintenant et le début juin, que ce sommet ait lieu dans la région ou ailleurs... On ne sait toujours pas où il peut y avoir lieu. Il y a quelques pistes, mais pour l'instant, ça sera certainement tenu secret. On parle de la Suisse, jusqu'à... de Singapour? Par exemple, ce sont deux pistes et d'autres capitales en Asie. Ça reste encore un petit peu sous le sceau de l'incertitude. C'est la Corée du Nord, c'est les États-Unis. Mais aujourd'hui, la certitude d'un sommet qui serait d'une portée plus historique est encore plus évidente du fait que des dividendes que nous avons pu entendre aujourd'hui à Panmunjom et de ce symbole de ces deux Corées qui marchaient l'une à la côté de l'autre, main dans la main, qui passaient... C'était assez beau, c'est assez encourageant. Il en sera peut-être certainement différemment de cette rencontre entre Trump et Kim Jong-un. On verra ça, on suivra ça de très près. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler de la situation en Corée après ce sommet entre le Nord et le Sud, Olivier Guéguerre. Merci beaucoup.